Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Décrypter l'Afrique, le panel, votre rendez-vous hebdomadaire pour analyser et débattre de l'actualité africaine. Une émission coproduite par le média Evox Africa, diffusée chaque dimanche à 16h GMT, soit 17h à Paris en heure d'hiver. Décrypter l'Afrique, c'est également une chaîne YouTube à part à laquelle vous pouvez vous abonner en tapant Décrypter l'Afrique dans votre barre de recherche. 2025, année de la fin de la présence militaire française dans la quasi-totalité des ex-colonies africaines. En tout cas, le sujet a été à l'ordre du jour lors des discours de fin d'année de l'Ivoirien Alassane Ouattara et du Sénégalais Bassirou Diomaye Faye, chacun à sa manière. Ces deux présidents très différents ont annoncé qu'il y aurait du mouvement. Arrivé au pouvoir grâce à l'intervention militaire de la France, Alassane Ouattara a évoqué une initiative concertée et organisée. On l'écoute. Nous pouvons être fiers de notre armée, dont la modernisation est désormais effective. C'est dans ce cadre que nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire. Ainsi, le camp du 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine de Port-Bouët, sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire dès ce mois de janvier 2025. Pour marquer cette nouvelle étape de la vie de notre armée, j'ai décidé de baptiser ce camp du nom du général Ouattara Thomas Dakin, militaire au parcours exceptionnel et tout premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Bassirou Diomaye Faye avait déjà plus ou moins annoncé la couleur à l'occasion des 80 ans du massacre des tirailleurs sénégalais par leur supérieur militaire français à Thiaroye, mais là, il a clarifié assez sèchement ses intentions. Tous les amis du Sénégal seront traités comme des partenaires stratégiques dans le cadre d'une coopération ouverte, diversifiée et décomplexée. D'ores et déjà, j'ai instruit le ministre des Forces armées de proposer une nouvelle doctrine de coopération en matière de défense et de sécurité, impliquant, entre autres conséquences, la fin de toutes les présences militaires de pays étrangers au Sénégal dès 2025. Alors, attardons-nous d'abord sur la forme de ces annonces. Le ton n'est absolument pas le même, Fabrice. Oui, on voit quand même qu'il y a un changement clair dans la façon d'appréhender ce partenariat avec la France qui était déjà un peu rejeté par de nombreux pays. La pratique même d'avoir encore des bases françaises sur les territoires, sur des territoire de pays souverains et indépendants était quand même assez anachronique. C'est un héritage du lendemain des indépendances, de l'après 1960, où la France a voulu conserver une mainmise sur ses anciennes colonies et aussi protéger évidemment ses intérêts. Aujourd'hui, il n'y avait plus tout à fait de justification d'avoir encore ces bases. C'est la suite logique d'un rejet qui s'était déjà fait sentir dans d'autres pays. Maintenant, sur la forme et sur le fond, c'était quand même un peu surprenant venant de la Côte d'Ivoire, venant d'Alassane Ouattara, parce que si on se souvient bien, quand Jean-Marie Bockel, au début de l'année dernière, est arrivé... Envoyé spécial d'Emmanuel Macron, qui est arrivé en Côte d'Ivoire pour parler du remodélage de la présence militaire française en Afrique. Il y avait certes une stratégie de réduction, mais la partie ivoirienne ne montrait pas non plus une contestation absolument virulente de la présence militaire française. Donc, je pense... Mais là, même dans le fond du propos, enfin dans la forme du propos, Alassane Ouattara ne parle pas comme Bassirou Diomaye Faye, Fabrice. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il n'y a pas la même hostilité, entre guillemets. On sent bien que du côté sénégalais, il y a des convictions d'anti-impérialisme qui sont
mise en avant et que du côté ivoirien, c'est juste le désir de changer les relations. En fait, c'est dans la suite de ce qui a été fait depuis quelques mois, de ce qui était communiqué par les autorités françaises. Souvenez-vous, cet épisode très important de la création du commandement pour l'Afrique, placé sous le commandement du général Yanni, Pascal Yanni. Pour moi, c'était déjà un véritable tournant du désir français déjà, parce qu'il ne faut pas sous-estimer cela, du désir français de vouloir transformer un peu sur le modèle de ce que fait les États-Unis, ce que font les États-Unis avec Africom, de transformer le partenariat avec l'Afrique et de mettre l'accent sur le renseignement, sur la guerre informationnelle qui peut y avoir dans certains pays et les rivalités avec des pays comme la Russie et la Chine. Je pense qu'il y avait déjà un tournant et que Alassane Ouattara s'inscrit presque dans le tournant officiel français de ce remodélage. Jean-Paul, c'est pas du tout la même tonalité. Non, ce n'est pas la même tonalité parce que Diomaye Faye, c'est un principe, je dirais, idéologique de conviction. Ça qui les a amenés au pouvoir. Voilà, ça a été ça, le terreau sur lequel ils ont été élus. Et puis, Diomaye Faye perçoit la présence française comme une sorte de présence de l'ancienne colonie, donc il fallait s'en débarrasser du point de vue symbolique pour ma part. Diomaye Faye qui est né en 1980, je crois, tandis que Alassane Ouattara est né en 1942. 40, sous la colonisation. Et comme Fabrice vient de le dire, la Côte d'Ivoire et Alassane Ouattara s'inscrivent dans un courant auquel la France a pensé parce qu'aujourd'hui, ça devenait, je dirais, nauséeux la présence de l'armée française dans ces anciennes colonies. Il fallait d'une certaine façon partir et puis le vrai point n'est pas là parce que aujourd'hui, certaines personnes applaudissent le départ des troupes françaises de certains territoires africains, mais le vrai point, c'est les accords de défense militaire. C'est ce qui, véritablement, après les indépendances, au début des années 60, les accords de défense que les pays africains ont signés avec la France, c'est là le vrai point. On peut faire partie, les militaires français, des territoires africains, mais tant que ces accords signés au début des indépendances existent encore, tant que cela n'est pas révisité exactement, comme aujourd'hui, ça a été au Tchad, ils y ont mis un thème carrément. On peut faire partie des militaires français du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire, mais vous savez, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on peut être à Bangkok et puis intervenir à l'autre bout de l'Afrique. C'est rien du tout ça. Pour moi, je ne néglige pas ce départ de l'armée française, mais franchement, je n'ai pas envie de m'extasier devant cela parce qu'en réalité, le vrai point, c'est les accords de défense militaire signés entre la France et ses anciennes colonies qu'il faudra revisiter. Wilfried, attachons-nous d'abord à la forme des deux annonces de fin d'année, une faite à Dakar et l'autre à Abidjan. Oui, après, je ne vois pas du tout, sincèrement, je ne vois pas de discordance au niveau de la forme. Je pense plutôt qu'on est dans la même mécanique de la roublardise, que ce soit du côté du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire. En fait, ouais. Oui, s'approprier une décision qui en fait a été prise en amont par la France. C'est comme si votre épouse décidait le 1er janvier de divorcer de vous et le lendemain, vous faites une annonce comme quoi j'ai décidé de me séparer de mon épouse. Non, l'annonce vient, la mécanique vient de la France. Depuis avant même Jean-Marie Bockel, on a le général Didier Castres qui avait déjà fait entendre que on va remodeler en fait le paysage militaire français en Afrique. On va rendre les contingents moins visibles. On va faire disparaître un peu les treillis, mais à aucun moment il n'est question de démanteler la présence militaire ou la présence stratégique de la France en Afrique. Je me souviens des propos de Ousmane Sonko il y a quelques mois, le 18 mai, je pense, lors de la visite de Jean-Luc Mélenchon à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où Ousmane Sonko avait évoqué cette problématique des bases militaires en disant la souveraineté à laquelle aspire le Sénégal n'est pas compatible avec une présence durable des bases militaires étrangères. Bon, il avait davantage émis un souhait, comme s'il oubliait qu'il était en fait le chef du gouvernement, le vice-prince du Sénégal, et que c'était entre ses mains voilà, le pouvoir de dire on ne veut plus que vous soyez là, allez-vous-en. Bassirou Diomaye Faye en a parlé il y a quelques mois et il a clarifié. Oui, une question, enfin, c'est la problématique qu'on a avec le Sénégal, une forte duplicité
l'opportunité où rien n'est jamais clair. Ce jour-là, Ousmane Sonko avait précisé qu'il parle en tant que leader du PASTEF et non en tant que chef du gouvernement. On ne comprend pas trop l'opportunité de refouler sa position de Premier ministre quand on évoque une problématique aussi sérieuse que les bases militaires. Et à la fin, il avait dit « cela ne remet pas en cause ». Cela ne remet pas en cause du tout les accords de défense. Et là, je vous rejoins totalement. C'est-à-dire, on dit, je souhaite que les bases militaires s'en aillent, au lieu de dire en tant que chef, allez-vous-en. Et à la fin, on dit non, ça ne remet pas en cause les accords de défense. Donc, on n'a jamais été dans une logique de rupture. En fait, on s'approprie quelque chose parce que c'est un arrangement qui arrange, enfin, c'est une convention qui arrange les deux parties. La France se... Mais quand le PASTEF commençait à parler de ça, c'est-à-dire à plusieurs années, on n'était pas dans cette configuration. Oui, il y a ce qu'ils ont dit en tant qu'opposants, en tant que personnes qui convoitaient la magistrature suprême. Il y a maintenant les agissements une fois aux fonctions. Et c'est pour ça que l'analogie avec le Tchad, elle est très bonne, parce que le Tchad, lui, il dit, Mamad Déby, il dit, je mets fin aux accords militaires. Et évidemment, cette partie-là a surpris la France parce qu'elle ne s'y attendait pas. Elle s'attendait à ce que le Tchad s'arrime à la logistique dictée par Paris, c'est-à-dire remodélage, restructuration de l'appareil militaire, et non à ce qu'elle soit expulsée avec révocation définitive des accords militaires en inscrivant d'ailleurs une date butoir qui est le 31 janvier de cette année. On voit que du côté du Sénégal, c'est pas du tout la même chose. Bassirou Diomaye Faye dit dès 2025, c'est vague. Ouattara dit de son côté, c'est une décision concertée. Et d'ailleurs, il ne dit pas les bases militaires françaises s'en vont. Il dit le commandement de Port-Bouët, le commandement du 43e BIMA revient désormais aux Ivoiriens, ce qui signifie que les troupes françaises peuvent bien continuer, peuvent bien rester présentes, peut-être moins visibles, mais en tout cas présentes toujours. Et c'est simplement les Ivoiriens qui reprennent le bâton du commandement. Alors oui, mais justement, j'aimerais bien qu'on entre dans le détail, parce que à titre personnel, je ne pense pas qu'il s'agit de la même chose à Dakar et à Abidjan. Dans le fond, on n'assiste peut-être pas au même phénomène. Alors, il y a deux dynamiques parallèles, effectivement. D'un côté, Emmanuel Macron a lancé une sorte de réforme d'ajustement de politique néocoloniale. En fait, depuis 1945, la France a été très rapide et très prompte à ajuster sa politique, ce qui a permis à sa colonialité de perdurer par rapport à celle de l'Angleterre, de la Belgique ou du Portugal. Donc cet ajustement de politique néocoloniale a été incarné par l'ancien ministre Jean-Marie Bockel. Dans ce cadre, il avait déjà engagé des discussions avec le pouvoir ivoirien, mais pas avec le pouvoir sénégalais, qui avait dit attendre les législatives avant de parler, puisque de toute façon, ils ne pouvaient pas légiférer jusqu'aux législatives où ils sont devenus majoritaires à l'Assemblée nationale. Oui. Donc de l'autre côté, il y a une volonté de rupture qui a éclos. À Abidjan, effectivement, tu l'as dit, l'annonce de la rétrocession du 43e BIMA et son nouveau nom de baptême avait déjà été annoncé en réalité par la presse locale, qui avait eu connaissance d'un document programme du ministère de la Défense ivoirien. Une source française a annoncé au quotidien Le Monde qu'il restera en permanence une centaine d'éléments français en Côte d'Ivoire et que du renfort pourra arriver en fonction des besoins du partenaire africain. On a évoqué également, cet article a évoqué également des soldats américains qui pourraient séjourner au camp Thomas d'Aquin, qui n'est plus Thomas d'Aquin Ouattara, qui ne s'appelle plus 43e BIMA. Et donc, d'un côté, on peut parler du Tchad, où en fait il y a eu révocation sèche, du Sénégal, où il n'y a pas eu les discussions, de la Côte d'Ivoire, où les discussions étaient amorcées, et où finalement la décision est une décision conjointe. Au Sénégal, c'était un peu plus heurté quand même, c'est pas pareil. Je ne dirais pas. Pour moi, c'est exactement pareil. C'est ça la mécanique de la duplicité ou de la roublardise. Il faut savoir que le premier voyage de Diomaye Faye, c'était à Paris. Je crois d'ailleurs qu'il effectue le premier voyage international, c'était à Paris. Rien ne dit que ces discussions-là n'ont pas eu lieu à ce moment-là, vu que la France avait déjà de toute façon prévu de réaménager son dispositif. Je pense, et j'en suis convaincu à 100%, que quand bien même Macky Sall serait resté au pouvoir aujourd'hui, il aurait fait la même annonce ce 31 décembre en donnant cette image-là de souverainiste, de panafricain qui voit les choses autrement. Le Sénégal, qui nous a vendu une logique de rupture, a attendu que le rapport, le 25 novembre de ce mois, soit remis à Emmanuel Macron par Jean-Marie Bockel pour nous annoncer que oui, je mets fin aux bases militaires. Il aurait été intéressant que ce soit l'une des premières réformes qu'il met sur pied. L'excuse de l'Assemblée nationale n'est pas pertinente parce qu'en tant que chef de l'exécutif, il y a des prérogatives qui relèvent de la souveraineté du président de la République, c'est-à-dire débarrasser son pays d'une présence étrangère qui va à l'encontre de sa souveraineté. Parce que imaginons que l'Assemblée nationale dit que les bases militaires doivent demeurer sur place, ça veut dire j'ai vendu un projet
projet de souveraineté, mais finalement... Mais les accords bilatéraux sont ratifiés par l'Assemblée nationale. D'où la nécessité de rompre... Enfin, le Sénégal, quand on veut la souveraineté, on peut décider, on se réveille un matin... Diomaye Faye n'avait pas la majorité à l'Assemblée nationale. Oui, il n'avait pas la majorité. Il n'avait pas la majorité à l'Assemblée nationale, mais je maintiens que quand on veut se débarrasser des bases militaires étrangères, on peut en toute souveraineté dire au pays, parce qu'il n'y a pas eu de légitimation de l'Assemblée nationale, on n'a pas fait un référendum auprès du peuple sénégalais lorsque les bases militaires à l'époque coloniale se sont installées sur notre territoire. Mais ces bases militaires sont installées avant l'indépendance, donc il n'y avait pas d'institution locale. Et à partir du moment où on devient indépendant, justement, il faut consolider cette indépendance-là en disant à partir de maintenant, on est souverain. Sinon, c'est ça le... Oui, mais on ne peut le faire que dans le cadre de l'état de droit, c'est-à-dire des institutions. Ce n'est pas un état de non-droit que de réclamer sa souveraineté. Sinon, enfin, je veux dire, les pays qui ont dit aux présences étrangères, la France s'est débarrassée n'a pas voulu de la présence américaine. L'Allemagne, la gauche, bon, on va pas dire l'Allemagne, le SPD ou la CDU, mais la gauche réclame, à corps et à cri, à chaque occasion, le départ des Américains, notamment de la base de Ramstein. Quand on revendique une politique de rupture avec le régime précédent, on ne peut pas défendre qu'on applique la même mécanique que le régime précédent, c'est-à-dire le compromis, la docilité. Or, on a parlé de rupture systémique, c'est-à-dire engager un nouveau système, engager une nouvelle approche, ne pas prier les bases militaires de s'en aller, leur ordonner de s'en aller. Sinon, ça ne paraît pas très crédible du moment où cela intervient après l'annonce de la France de partir. Il faut savoir que la France a annoncé qu'elle partait. Enfin, elle a annoncé sur la forme. Oui, ça. Partait entre guillemets, c'est-à-dire... elle a dit qu'elle va se redéployer. Cela est justement vendu aujourd'hui comme un retrait. Et si on dit qu'il y a... pas un retrait. Non, cela est vendu du côté français, il ne parle pas tout à fait mais de auprès de l'opinion africaine, pour finir, il y a une partie de la population africaine qui se réjouit en disant que oui, c'est une bonne chose parce qu'on en avait marre, il fallait que les Français s'en aillent parce que leur présence n'était pas justifiée. Or, justement, il ne s'agit pas du tout d'un départ. Et c'est ce prisme-là que je défends. C'est là qu'il faut souligner qu'à aucun moment, ni de la part de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal, il ne faut espérer un départ des forces françaises. Elles sont juste configurées d'une autre manière, avec moins de visibilité. Il y a un peu comme F5 sur la touche de votre clavier pour diminuer la luminosité. Mais si on veut une véritable rupture systémique, c'est pas comme ça qu'il faut procéder. Il faut rompre les accords de défense et ne pas se faire prier pour. Alors, tout de même, je vais donner la parole Fabrice, mais Jean-Marie Bockel s'était avancé un peu trop manifestement en disant que ni à N'Djamena, ni à Abidjan, ni à Libreville, ses interlocuteurs n'avaient souhaité un retrait français. C'était sur France 24, on l'écoute. Dans aucun des 3 pays en attendant le Sénégal, les chefs d'État nous vous ont demandé de fermer de bases françaises. Il n'y aura pas de fermeture de bases françaises, on est bien d'accord. En tout cas, c'est l'état d'esprit de nos partenaires. Et plusieurs d'entre eux nous ont dit, on a bien compris le message. Ce qui compte, ce n'est pas demain le nombre de soldats que constitueront, qui seront dans ce dispositif socle. Il y aura les personnels nécessaires pour que ça fonctionne. Ce qui compte, pour nous, disent-ils, c'est la qualité du partenariat que nous allons bâtir ensemble pour le monde qui vient. Donc Fabrice, justement, on a l'impression, en tout cas moi j'ai l'impression que la France s'adapte, mais que la volonté en fait de faire partir les bases militaires ne vient pas de Paris. Mais je pense aussi, en fait, je suis totalement, enfin pas totalement, mais je suis d'accord sur le fond de ce que nous dit Wilfried, c'est qu'il faut tordre le bras en fait à la France pour réclamer, exiger le retrait des forces françaises. Mais ça doit se faire effectivement dans le respect d'un certain état de droit. La réalité, c'est que Bassirou Diomaye Faye, n'ayant pas la majorité, je le redis, n'ayant pas la majorité à l'Assemblée nationale, il y a quelques semaines, il fallait attendre quand même d'avoir les élections législatives pour qu'il puisse justement, s'il veut aujourd'hui contester les accords de défense, faire passer la chose devant le Parlement sénégalais. Et je pense qu'il ne faut pas non plus qu'on tombe dans cette espèce d'attente de vouloir absolument que les dirigeants, dès qu'ils sont arrivés, frappent direct du poing sur la table. Et ou faire des procès d'intention. Ou faire des procès d'intention. Ils n'ont pas approuvé de manière totalement radicale qu'ils vont le faire, mais on voit quand même qu'il
y a une pensée, il y a une idéologie qui est quand même plutôt anti-impérialiste, plutôt anti-colonialiste. Donc, dans le discours, on verra les faits. On verra comment ça... En plus, c'est une démarche qui a été validée électoralement. Et c'est ça qui est la particularité du Sénégal par rapport au Tchad, ou par rapport au pays de à la Côte d'Ivoire, notamment. Ou à la Côte d'Ivoire, oui, voilà. Alassane Ouattara n'a pas été élu par les Ivoiriens pour mettre fin à la présence militaire française, mais Laurent Gbagbo a été renversé par la France pour les raisons inverses. Donc, bon, c'est pas pareil. Mais juste pour terminer, je suis d'accord qu'il faut être méfiant et qu'il faut être exigeant dans ce qu'on veut. Parce que si on se reporte à ce qui a été fait par le passé, dans les années 90, au lendemain de l'époque un peu des barbouzes, la France avait déjà promu une nouvelle doctrine qui devait être basée sur... Doctrine Recamp. Recamp, exactement. Le dispositif Recamp qui devait être basé sur le respect du droit international, des dispositions... Le retrait progressif. De l'ONU notamment, mais ça ne l'a pas empêché justement en fait d'utiliser des résolutions de l'ONU, comme dans le cas de la Côte d'Ivoire en l'occurrence avec la force Licorne, pour justement imposer des décisions impérialistes et colonialistes. Donc, je pense qu'il faut être extrêmement méfiant, mais qu'il ne faut pas, juste parce qu'on n'est encore qu'à l'étape d'intention de retrait, dire qu'il y a une hypocrisie et que peut-être le Sénégal ne serait pas capable de frapper vraiment du poing sur la table. En tout cas, le PASTEF a désormais, ça fait quelques semaines en réalité que le PASTEF est élu. Il a désormais tout le pouvoir et on pourra juger le maçon pied du mur. Jean-Paul. Oui, justement, sur la question de N'Djamena, moi je pense que la France a été surprise par la décision de Mahamat. Parce que la question est claire. La France décide de réduire ses personnels militaires dans ses anciennes colonies. Ça, c'est clair. Ils le disent là où ils sont présents et ils engagent le processus de retrait. Mais ce qui se passe au Tchad, c'est que Mahamat subit une attaque de Boko Haram. Et Mahamat active un élément active l'accord de défense militaire. La France ne réagit pas. Et ça met Mahamat qui a été en fait mis au pouvoir par la France. Voilà. Et vu sa nouvelle proximité avec Moscou, du coup, voilà, il prend une décision et il rompt unilatéralement. C'est une rupture unilatérale que la France, d'une certaine manière, est obligée d'accepter, d'endosser. Et c'est ce qui se passe au Tchad. En Côte d'Ivoire et au Sénégal, ils sont dans une autre démarche qu'il faudra... Moi, je n'aborderai pas la chose de la même façon que Wilfried, voir la duplicité ou la roubladise, mais voir plutôt... c'est vrai, il y a le discours qu'ils ont utilisé pour arriver au pouvoir. Mais il y a aussi la gestion du pouvoir où il faut avoir une certaine méthode. Donc, il y a le discours, il y a la méthode et il y a le discours de la méthode. Moi, je pense que dans la méthode, il faut voir les choses dans une logique de step by step. Allons étape par étape. Pour l'instant, on évacue les militaires français de notre territoire et certainement, après, avec la majorité, ils introduiront peut-être une loi pour dénoncer les accords de défense militaire entre la France et le... Il leur faut aussi une loi de politique de programmation militaire. Programmation militaire. Moi, je pense qu'il ne faudra pas voir les choses de façon... dans des ruptures brutales et violentes, mais voir les choses de façon progressive, certainement pour éviter un certain nombre de choses, et puis je dirais, plus calmement. Diomaye Faye et Sonko, ils arrivent au pouvoir il y a combien de temps? Pour que, du coup, un pays qui existe depuis plus de 60 ans, qui a des relations avec un partenaire essentiel comme la France, on peut partir, du coup, comme ça, à une rupture militaire sur un certain nombre de choses. Donnons le temps à Diomaye Faye et à Ousmane Sonko de dérouler ce qu'ils ont promis aux Sénégalais, ce pourquoi ils ont été élus. Et puis les choses viendront. Ce n'est pas dès maintenant où ils sont posés les choses de façon... Excusez-moi. Moi, ça m'a surpris d'entendre cela de la bouche du président Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Justement, parlons de Ouattara. Est-ce que, si au fond, d'une certaine manière, même pour lui, en période électorale, il fallait mieux montrer qu'on prend des distances avec l'ancienne puissance coloniale quand on est en 2025. Il a tapé sur son pupitre pour dire, ils vont partir. Il a vraiment donné l'impression d'être ferme. Bref, c'était un peu surjoué, non? Bon, moi, je pense que dans le cas de Ouattara, il a plutôt... ses communicants on lui a demandé certainement de faire parler son
son corps en montrant que c'était fini. Pourtant, tout le monde sait que ce n'est pas dans ses convictions. Pour lui, c'est un partenaire farouche de la France. Ça ne le gêne pas du tout point de vue, que ce soit militaire, économique, financier. C'est un partenaire farouche de la France. Et on peut même dire que le fait d'enlever le drapeau français de Port-Bouët, c'est une manière d'internationaliser Port-Bouët, puisque manifestement, les Américains seront également... Les Français resteront à Port-Bouët. Les Français resteront à Port-Bouët. Les Américains ici installeront tous les militaires français. Certainement, peut-être qu'il y aura des techniciens qui seront là. Ils seront encore présents. C'est comme à l'époque de, je dirais, ce qu'on appelait des techniciens qu'on avait, qui venaient nous... Les coopérants techniques qui venaient, je dirais, étaient des supplétifs dans notre administration. Certainement, ils seront là dans ce cadre-là pour la formation et certainement l'information surtout. Parce qu'il faudrait qu'on dise aussi, la base militaire du 43e BIMA, véritablement, ne servait plus pour, je dirais, pour les fantassins et autres. C'était plutôt une base d'information et de renseignement pour toute la zone ouest africaine par rapport à la lutte contre, je dirais, la lutte contre le terrorisme. Donc, évidemment, ce n'était pas intéressant même pour la France, ce n'était pas utile, c'était peut-être budgétivore d'avoir des militaires, peut-être 4 à 5 000 militaires sur la place. Pourtant, cette base-là avait maintenant une autre vocation, c'était de l'information et du renseignement. Donc, du coup, pour la France, ça devenait plus utile de retirer ces militaires et y garder des agents de formation et d'information. Mais ce n'est pas une décision d'Alassane Ouattara. Non, ce n'est pas une décision d'Alassane Ouattara. C'est de la communication à peu de frais. Oui. Il le voit bien que c'est dans l'air du temps de montrer qu'on veut le retrait, le départ de la France et que politiquement, que du point de vue de l'opinion publique, les gens veulent entendre ce discours. C'est aussi de la triangulation. Voilà pourquoi son corps manière d'embêter Laurent Gbagbo et disons toute la gauche ivoirienne. Politique que je suis. De leur enlever le monopole de cette... Et puis vous imaginez ceux qui les supportaient de Laurent Gbagbo. Ils sont emmerdés. Ils sont emmerdés parce que Laurent Gbagbo, pendant 10 ans, il a crié la France fait ceci, fait cela. Il n'a pas fait partie. Ouattara, que la France, par la force, c'est la France qui a poussé le fait pour qu'il rentre dans l'effectivité du pouvoir. Et puis, sans bruit, il fait partie de l'armée française. En tout cas, du point de vue symbolique, il entille les dividendes. C'est malin. Wilfried, le mot de la fin, c'est ce sujet. Il est important, si c'est le mot de la fin, de resituer les choses. C'est-à-dire, la France a été chassée du Mali, du Niger, du Burkina Faso. Et évidemment, elle n'a jamais voulu partir. Souvenez-vous de l'époque où Jean-Yves Le Drian était encore ministre aux Affaires étrangères. Quand ils ont martelé comment c'était douloureux pour la France de perdre la cinquantaine de militaires qu'elle a prétendument perdus dans les combats et que, en guise de remerciement, les pays africains veulent s'en débarrasser. La France n'a jamais voulu s'en aller. Même Jean-Marie Bockel a perdu son rejeton dans l'opération Barkhane en 2019. Évidemment, la France n'a pas prévu de partir. Elle n'avait même pas prévu à l'origine de devenir moins visible ou que sais-je encore. On se souvient du bras de fer, notamment au Niger, entre Abdourahmane Chiani et Emmanuel Macron. C'est même allé jusqu'à la séquestration, littéralement, de l'ambassadeur pendant 4 semaines. Donc, devant l'humiliation, parce que c'est une humiliation en règle que la France a subie ces 2-3 dernières années dans ces pays, elle s'est dit, pour ne plus répéter la même chose, déjà dans le cas du Tchad, on ne va pas... faire baisser le thermomètre. Oui, on ne va pas beaucoup discuter. Le Tchad a dit qu'on doit s'en aller. On ne va pas essayer de résister en sachant que de toute façon, ils finiront par nous chasser et on en sortira totalement humiliés. D'ailleurs, ils ont été plus ou moins humiliés avec Jean-Noël Barrot qui était convaincu que non. Le Tchad n'a pas envisagé qu'on s'en aille. Et là, le Tchad dit... on s'en va. Donc, la France a commencé à réfléchir après les 3 épisodes, notamment dans l'AES. Elle s'est dit, OK, on va, pour diminuer le sentiment anti-politique française en Afrique, on va être moins encombrant, on va être moins visible, on va être moins présent. Évidemment, on va quand même être présent. Et comme on a encore des bases au Gabon, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, notamment à Djibouti. Et vous voyez d'ailleurs qu'à Djibouti, ils n'ont pas du tout envisagé de réduire, parce que là-bas, c'est impossible. S'il y a un enjeu commercial très important au niveau du détroit de Bab el-Mandeb, là où c'est possible de réduire, parce que... Et les Djiboutiens, ils sont payés pour... Oui, ils sont payés. Il n'y a pas que la France. On paye Djibouti payé par la France, mais les États-Unis, la Chine. C'est ridicule. C'est en moyenne 150 millions de dollars par an. C'est ridicule, vu ce que ça... les autres n'étaient pas payés. Les autres n'ont jamais été payés. Oui, parce que déjà, les retombées immédiates du
commerce économique à Djibouti, le détroit de Bab el-Mandeb est vital. Il est plus que stratégique, il est vital par rapport à une présence militaire qui sert plus à la présence en elle-même pour qu'au cas où on intervient. Et donc, la France a réduit... En fait, c'est un peu comme l'arme nucléaire à Djibouti. Tout le monde est là, donc tout le monde se laisse tranquille. Voilà. Oui, alors... C'est la dissuasion. Alors, la France a donc décidé de réduire. Et évidemment, comme je l'ai dit, ça arrange Alassane Ouattara et Bassirou Diomaye Faye à des degrés divers. Alassane Ouattara essaye de s'en servir pour se présenter comme ce souverainiste-là qui a donc fait partir la France. Or, évidemment, on s'est entendu là-dessus. Elle ne part pas. Pour Bassirou Diomaye Faye, ça présente une image de conformité avec ce qu'ils ont promis. Ils ont dit, oui, on va adopter une politique de rupture. Et là, il annonce le départ plus ou moins de la France, mais il y a beaucoup de formes et très peu de fond. C'est pour ça que je suis revenu sur l'affirmation de Ousmane Sonko qui dit on ne remet pas en question les accords de défense. Or, les accords de défense préconisent une intervention, une présence continue de la France. Les accords de coopération, les accords de défense, on va vérifier. Les accords de défense, je dis les accords de défense à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et aujourd'hui, il est majoritaire à l'Assemblée. Donc, il aurait pu, justement, depuis le 17 novembre qu'il est majorité, il aurait pu profiter depuis le 17 novembre pour dire maintenant, on a le pouvoir de révoquer les accords de défense et de dire à nos partenaires français ça fait pas 2 mois. Hein. Mais il faut pas 2 mois pour... On va observer il faut pas 2 mois qui va pour... être fait en 2025. Et ce n'est pas une question de détestation. Non, on peut dire à la puissance coloniale d'hier, on continue de coopérer économiquement, mais votre présence militaire n'est pas justifiée. Déjà, le Sénégal n'est pas un pays en guerre, n'est pas un pays en crise, mais voilà, dans le cas du Tchad plus récemment, la France n'a pas vraiment montré que on peut compter sur elle quand il y a des incursions djihadistes, des incursions de Boko Haram, par exemple, dont on peut dire en toute amitié, ok, nous ne voulons plus, nous voulons être souverains, comme vous, la France, vous êtes souverain. On ne peut pas dire, comme Bassirou Diomaye Faye l'a dit, que la France ne peut pas admettre des soldats sénégalais sur son territoire, mais en même temps dire, je ne remets pas en cause les accords de défense. C'est comme vouloir que la France s'en aille militairement, mais qu'elle reste quand même militairement, d'où le concept de duplicité. Et ce qui crée le doute, pour finir sur le cas du Sénégal, ce qui renforce mes doutes, c'est que, outre les grandes annonces, depuis que le duo Sonko Faye est au pouvoir, outre les grandes annonces, on n'a plus de grands actes. Il y a eu des promesses de grands actes. Nous allons soutenir, c'était le 22 août 2022, une fois au pouvoir, nous allons soutenir les États de l'AES dans le combat contre le terrorisme. On ne voit rien de tout cela. Il n'y a pas eu une décision qui marque vraiment une rupture, une décision qui va surprendre l'Afrique tout entière, de dire, par exemple, nous, le Sénégal, on va rejoindre une structure créée par les Africains, l'Alliance des États du Sahel. Au contraire, on a eu une diabolisation de l'Alliance des États du Sahel, et le Sénégal précise que la sortie de la CEDEAO n'est pas du tout à l'ordre du jour. On a même vu le Sénégal en première ligne assurer la médiation pour ramener ces États dans la CEDEAO. Oui, mais en fait, en réalité, tu veux que le Sénégal se mette à l'agenda de l'AES. Non, je veux que le Sénégal applique la rupture systémique. Mais ils n'ont pas écrit dans leur programme qu'ils allaient quitter la CEDEAO ou bien entrer dans l'AES. Non, mais la rupture systémique implique des réformes qu'on n'a jamais vues et non l'explication du conformisme par le fait que c'est toujours comme ça que le Sénégal a procédé. Autant promettre en amont, nous allons faire exactement comme Macky Sall faisait. Parce que ils ont annoncé la fin du vieux monde politique, mais ils n'ont pas annoncé de rupture systémique. On peut même faire la rupture, procéder à une rupture systémique sans forcément adhérer à l'AES. C'est pour ça que je demande les grands actes. Quels sont les grands actes du duo Faye-Sonko depuis avril 2024? Les grands discours sont présents, les grandes actions se font attendre. Par exemple, sur les accords de pêche, il y a eu une rupture, le Sénégal a durci le ton et il y a eu une rupture avec l'Union européenne, on va voir ce que ça va donner. Mais bon, et puis par ailleurs, il n'y a pas que la politique étrangère, il y a également la politique locale, et Bassirou Diomaye Faye a fait un certain nombre d'annonces sur la transparence économique, sur la démocratisation des institutions. Donc on va observer tout cela en 2025.